Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse et expertise. Au programme, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on accueille le paléontologue Pascal Pic pour parler de chimpanzés et de télétravail. C'est son dernier livre aux éditions Odile Jacob que nous enseignent les macaques, les chimpanzés dans cette nouvelle organisation du travail. On en parlera avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, le droit de retrait, comment ça marche? Comment peut-on utiliser ce droit? On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café de Fanny Griesmer. Tiens, on reste dans le bestiaire. Dis-moi quel manager tu es, je te dirai à quel animal tu ressembles. C'est un peu le sujet que soulève Fanny Griesmer. On va sourire, mais c'est intéressant de revenir justement sur ces comparaisons entre manager et typologie animale. Le cercle RH, nous restons dans le prospectif aujourd'hui avec un débat. Vous vous souvenez, le travail c'était la santé, ça c'était avant. Aujourd'hui, le travail doit être aussi source de bonheur. L'entreprise doit-elle garantir le bonheur à ses salariés? On reviendra sur ce concept. Est-ce que le bonheur appartient à la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale? On en parlera avec nos invités, parmi lesquels un philosophe. Et puis fenêtre sur l'emploi, on terminera avec le coaching solidaire pour permettre aux jeunes de donner un sens à leur vie. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à l'anthropologie à travers un livre passionnant écrit par Pascal Pic. Il est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue, vous êtes maître de conférence au Collège de France et auteur. Alors vous êtes très prolixe, vous avez beaucoup écrit. Votre dernier livre, Les chimpanzés et le télétravail vers une révolution anthropologique aux éditions Erol. Rentrons dans le vif du sujet. Votre livre, pour être bien précis, Pascal, vous allez nous le confirmer. Vous êtes, je dirais, un peu comme un chercheur dans une école de commerce. Vous êtes d'abord attaché à compiler des données DRH. Vous avez fait le chercheur DRH pour comprendre ce que c'était le télétravail et ce que ça provoquait. On est d'accord? Oui, alors tout ça c'est issu évidemment des conséquences de la crise de la Covid et surtout ce qui m'a amené à faire cet essai, c'est toutes ces interrogations de la part des DRH que vous connaissez bien mieux que moi, c'est comment avec plus de formes de travail à distance, parce que souvent quand on parle de télétravail, on pense surtout au travail à domicile qui a été évidemment assez brutal, mais il y avait déjà l'émergence quand même de nouvelles formes de travail à distance, sans parler des nouveaux métiers qui sont directement en ligne, je pense à Vivatech. Et en l'occurrence, ça posait cette question d'anthropologie, c'est le cœur du sujet, comment maintenir la cohésion d'une entreprise et des collaborateurs et des collaboratrices, alors que nous avons des modes à la fois de dispersion et de rassemblement. Ce qu'on appelle chez les chimpanzés la fusion-fission, ouais, c'est-à-dire que les chimpanzés, de ce côté-là, sont assez doués, puisqu'ils arrivent à se réunir, ils fusionnent donc pour maintenir leur cohésion sociale, et ils se séparent, ils fusionnent en sous-groupes ou individuellement pour vaquer à nos activités. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est comment mettre en place ces nouvelles formes de travail à distance, tout en maintenant la cohérence de l'entreprise, évidemment, de sa culture, du management, des projets, etc. On va revenir évidemment sur un certain nombre de petites remarques que vous faites sur les vendeurs de rêves autour du numérique, mais restons un instant sur les chimpanzés et les macaques, parce que vous distinguez bien deux types d'organisation, pour qu'on soit bien précis. Les chimpanzés, vous le dites, sont plus agiles que les macaques, parce que les macaques, c'est un peu les managers du XXe siècle, c'est très vertical. C'est ça. Moi, je suis très amusé à la lecture, vous l'avez dit d'ailleurs, je vous en remercie, de tout ce qui se fait dans les organismes de réflexion autour des entreprises, sur l'évolution du travail, etc. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de termes qui veulent dire la même chose, donc il y a beaucoup de confusion, en tout cas à mon sens. Et mes collègues éthologues, donc ceux qui s'occupent du comportement donc, des autres espèces, notamment des singes et des grands singes, ont posé cette question. Quels sont les groupes qui innovent ou pas? Et en comparant 78 populations de 20 espèces quand même, dont l'homme évidemment, on s'aperçoit qu'il y a deux typologies, vous l'avez dit, les macaques et les chimpanzés. Alors attendez, il y a toujours des macaques. Oui. Donc ce type de management va perdurer dans certains domaines évidemment de l'économie selon les typologies des entreprises et de leur marché et de leur mission. Et là c'est un type de management qui est très top-bottom, descendant, hiérarchique, où malheureusement trop souvent le statut prévaut sur les compétences, beaucoup de népotisme, c'est-à-dire des gens qui sont sortis
des mêmes écoles ou du même milieu ou des mêmes organisations. Et surtout, il n'y a pas d'essai-erreur et tout est verticalisé et il n'y a pas du tout d'acceptation. On n'attend pas du tout de collaboration ou de suggestion de la part des collaborateurs et des collaboratrices. Mais il y a toujours des macaques. Mais il y a toujours des macaques, Maintenant, effectivement. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a les chimpanzés, où là, effectivement, il ne faut pas tomber dans le piège qui est un peu agaçant, je vous l'accorde, de l'holacratie. Non, non, c'est plus du top-bottom, c'est du bottom-up. Non, non, il n'y a pas un groupe social chez les mammifères, les singes, les grands singes ou humains, où il n'y a pas de hiérarchie. La question, c'est comment ça va s'exprimer, la hiérarchie. Et là, on s'aperçoit que ce sont des boucles d'interaction constantes entre tous les niveaux de l'entreprise, si on doit employer ce terme, en tout cas ceux et celles qui participent, et c'est-à-dire un top management qui va faire tester les nouvelles idées, les nouvelles approches, il y en a beaucoup aujourd'hui, pour savoir si ça va marcher ou pas, si ça peut s'améliorer, mais aussi un top management qui est très attentif aux initiatives, aux expériences des autres. Et ce qu'on a vécu avec les femmes de télétravail dans de très mauvaises conditions en général, soyons très clairs, mais on s'est aperçu qu'il y avait quand même des expériences positives. Comment capitaliser, pardon pour le terme, mais en tout cas intégrer ces bonnes et ces mauvaises expériences avec des boucles d'interaction constantes entre tous les acteurs dans l'entreprise. Et ça, c'est le modèle chimpanzé et qui est beaucoup plus adaptatif dans un milieu qui change. Vous avez dit, c'est agile, donc capable de s'adapter à de nouvelles conditions. Oui, vous citez Jane Goodall qui raconte que quand la forêt se réduit, le chimpanzé va s'adapter à ce nouveau milieu naturel. Mais Pascal Pic, il y a un élément très important dans votre livre parce que dans cette émission, depuis des mois maintenant, on est sur cette ligne de crête sans savoir si le télétravail va perdurer. Vous quelque part, vous entérinez l'idée que le télétravail est une nouvelle pratique et que finalement, elle revisite des pratiques qu'on avait auparavant, avant que les grandes usines enferment les ouvriers dans le même espace. Et ça, c'est passionnant parce que vous dites avant, eh bien, le lieu de travail, c'était aussi le lieu de vie personnel. Et l'atelier, on dormait au-dessus de son atelier, au-dessus de son restaurant. Voilà, c'était comme ça. Ben, vous êtes jeune par rapport à moi. Relativement. Et moi, j'ai connu une époque, il y a plus de 50 ans, où on voyait, selon la tenue des gens, la manière dont ils s'habillaient, elles s'habillaient, moins les femmes à cette époque-là, quel métier ils faisaient. Aujourd'hui, presque tout le monde est devant un ordinateur, donc c'est assez difficile à voir. Mais néanmoins, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des évolutionnistes des exaptations, pardon pour le terme. C'est-à-dire qu'on comprend bien que pendant le premier âge des machines, il fallait des moyens de production, il fallait des financements, et ensuite, donc, le management, les personnes vendaient leur force de travail et leurs compétences. Et quand est arrivée la tertiarisation de la société dans les années 70, eh bien, on a fait pareil. Les gens dans les bureaux allaient sur place, et on a continué comme ça, sans s'interroger sur l'antériorité de ce modèle-là. Et c'est ça qu'on est en train de retrouver, mais ça ne va pas être comme le monde d'avant que j'ai connu quand j'étais très jeune, même si je n'avais pas tellement conscience. Et surtout que pour les jeunes générations d'aujourd'hui, les deux générations là, qui me suivent, c'est les premières qui ont connu une séparation totale entre le monde de la vie privée et le monde du travail. Et c'est ça qui va être complètement bousculé à nouveau et ce qui va exiger en termes de management et de ressources humaines eh bien, des approches en termes d'autonomie, de suivi, d'empathie, de sympathie, de co-responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très culturel. Vous savez qu'en France, nous avons encore un management très macaque, pardon d'être caricatural, mais nous avons une tradition napoléonienne, alors que dans le monde anglo-saxon, qui n'est pas parfait, mais là-dessus, ils sont beaucoup plus engagés sur ces formes de co-responsabilité. Donc, vous savez, puis il y a un aspect anthropologique très important. Si vous regardez les pays où, avant la crise, il y avait le plus de télétravail, le Nord. Eh bien, la première idée qui nous viendrait, c'est que ce sont les économies les plus avancées. L'Allemagne, l'Angleterre, un grand domaine de l'économie financière, sur le conseil, l'assurance. Les États-Unis, eh bien pas du tout. On s'aperçoit que les pays qui pratiquent déjà plus le travail à distance sont les pays du nord de l'Europe. Ça commence par la Hollande, bien sûr, et on va vers la Scandinavie. Et vous savez à quoi c'est lié? À des questions d'anthropologie. Et on l'a vu avec la crise de la Covid, c'est-à-dire là où les hommes et les femmes, où il y a un meilleur équilibre entre les tâches, notamment domestiques. Pascal très Pic, clairement, juste, excusez-moi, parce que c'est des questions d'anthropologie majeures qui vont émerger avec ça. Je me permets de vous couper, je m'en excuse, mais page 176, avant de nous quitter, je ne voulais pas qu'on partir sans que vous m'ayez dit un mot de cette phrase incroyable, qui est le rapport aussi à la technologie et au numérique. Vous dites,
les études prospectives estiment qu'une proportion importante des activités de la gig economy de l'ordre de plus d'un cinquième disparaîtra dans la décennie présente. Et vous dites, je suis agaché par tous les turiféraires naïfs des transformations numériques des métiers et des tâches qui clament. Je vous cite, réjouissez-vous, les machines prendront les tâches pénibles, répétitives, ennuyeuses, stressantes. Et là, vous tordez le cou à cette idée, vous dites, c'est un vieux rêve ressassé. Cette phrase arrive toujours quand il y a une rupture technologique, on vous dit « rassurez-vous, la technologie va tout régler ». Vous êtes assez critique sur cette question-là. Bien sûr, parce que regardez, si on parle ne serait-ce que des métiers du numérique, ce qu'on appelle les talkers, c'est-à-dire, c'est une référence à la machine qui joue aux échecs de manière automatique il y a quelques siècles. Vous avez des gens qui ne font que, par exemple, indexer les données. C'est un travail complètement hallucinant qui n'est pas du tout valorisant. Donc, tout nouveau mode de production, nouvelle forme de travail, peut produire des formes de travail plus épanouissantes, plus créatives, et d'autres qui sont plus donc coercitives et moins intéressantes. Donc, c'est pour cette raison qu'il va falloir une réflexion. La crise de la Covid l'a accéléré. Vous savez, avec la robotisation, l'automatisation, la numérisation, il y avait déjà une réflexion sur les tâches. Quelles sont les tâches que les humains font mieux, que les machines font mieux, et les tâches hybrides. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ces transformations vont nécessiter effectivement une grande réflexion sur la qualité de vie au travail ou ailleurs que dans les lieux de l'entreprise, et qui nécessite évidemment des approches RH absolument considérables. Donc, il va falloir faire attention. Tout changement est un compromis, avec ses avantages et ses inconvénients. Et si on présente le monde de demain paradisiaque avec les machines, pas du tout, c'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas, surtout si on ne fait pas attention à ça. Merci Pascal Pic. Écoutez, on aura plaisir de vous accueillir à la rentrée, évidemment, après ces vacances ensoleillées. Je vous les souhaite pour venir sur le plateau, prolonger notre échange. Merci. Lisez ce livre, Les chimpanzés et le travail vers une révolution anthropologique. C'est à la fois une réflexion puis un travail extrêmement scientifique avec des données précises sur l'évolution de nos organisations de travail. C'est sorti chez Erol. Merci Pascal Pic de nous avoir rendu visite ce matin dans Smart Job. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Tout de suite, Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Là aussi, c'est une évolution qui existait avant Covid sur le droit de retrait. La crise Covid a accéléré cette problématique du droit de retrait des salariés. On en parle tout de suite avec un avocat. C'est tout de suite. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. On quitte les chimpanzés et le télétravail, qui est un livre passionnant, une réflexion passionnante de Pascal Pic, pour s'intéresser, Étienne Pujol, au droit de retrait. Étienne, je rappelle que vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo, faut-il le préciser. D'abord, le droit de retrait, de quoi s'agit-il ? On va parler du Covid, mais le droit de retrait sur le plan du Code du travail. Oui, parce que c'est un droit qui existe depuis maintenant plusieurs décennies et qui est lié en fait à la santé et la sécurité des salariés sur le travail. En fait, c'est un mécanisme juridique par lequel les salariés peuvent dire « je suis en situation de danger et donc je refuse de travailler ». C'est quand même assez paradoxal que ce soit le salarié qui lui-même, s'estimant suffisamment en danger, se dise « je l'arrête de travailler et je te notifie à toi, mon employeur, que je ne vais pas travailler pour toi ». Ça marche comment ? Parce que c'est vrai que c'est comme ça sur le principe, c'est pas mal. Oui. Tout d'un coup, je m'arrête. Non, il y a des règles précises qui régissent ce droit de retrait. Exactement, il y a des règles parce que c'est pas non plus au choix du salarié comme ça de s'improviser en danger. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on soit dans une situation de danger grave et imminent, mais on est dans une situation dans laquelle c'est le salarié qui va s'estimer avoir une probabilité élevée d'être en danger grave et imminent, d'avoir un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par exemple, par exemple, un exemple concret, un chauffeur qui constate que le matin, les pneus sont lisses sur son camion et il va dire bah non, les pneus sont lisses, il pleut aujourd'hui, donc je ne vais pas conduire votre camion. On a peu de temps, mais vous vous souvenez de ce droit de retrait collectif de la SNCF qui avait posé un problème aux avocats après un accident ou une agression d'un contrôleur qui avait été, je crois, mortellement blessé de mémoire. L'ensemble des contrôleurs s'étaient arrêtés du sud au nord de la France. Il y a des droits de retrait collectifs ? Alors, il peut y avoir des droits de retrait collectifs, tout à fait, quand la collectivité s'estime en danger. Et là, en l'occurrence, pour ces chauffeurs, il y avait un danger ressenti d'agression, c'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas suffisamment protégés et donc en risque d'être agressés. Alors, allons au Covid, puisque est-ce que ce droit de retrait peut être
et a été utilisé dans le cadre de cette crise Covid. C'est-à-dire considérant que j'ai pas mon pot de gel hydroalcoolique, j'ai pas la barrière vitrée, donc potentiellement je suis en danger. Et ça s'est beaucoup vu plutôt en 2020. Au début. Au début, quand tout le monde a un peu tâtonné sur les gestes barrières, sur les flux de circulation, le gel hydroalcoolique, les masques, vous vous en souvenez, qui n'étaient pas encore là, etc., etc. Et donc effectivement, des droits de retrait ont été exercés. On commence à voir les premiers contentieux arriver devant le Conseil des prud'hommes aujourd'hui, liés à des sanctions consécutives à l'exercice de ce droit de retrait. Donc ça s'est vu effectivement beaucoup l'an dernier. Maintenant, les situations sont un peu en place, mais avec le projet de loi sur le pass sanitaire, là, dont on attend la décision du Conseil d'État dans quelques minutes, et la présentation ce soir en Conseil des ministres, il n'est pas impossible que du droit de retrait devienne d'actualité en situation de Covid. C'est intéressant parce qu'effectivement, le Conseil d'État examine le projet de loi, parce que le Conseil des ministres se tiendra aujourd'hui. Oui. On accélère évidemment le processus d'élaboration du texte. Quel est le lien entre droit de retrait et ce pass sanitaire ? En fait, le salarié doit avoir des motifs raisonnables de penser qu'il est en situation de danger. Et donc, si c'est un des points juridiques qui nous travaille, nous, avocats, quel est ce motif légitime de penser que de savoir que son collègue n'a pas de passeport vaccinal, n'a pas été vacciné. Donc ça touche au droit de la santé, ça touche au droit du respect de la vie privée des salariés. On n'est pas censé le savoir. Non, exactement. Ça veut dire que pour rentrer dans les détails, parce que les avocats, enfin en tout cas les gens qui écrivent cette loi sont des juristes et examinent les jurisprudences, les difficultés, peut-être accompagnés d'ailleurs d'avocats qui les conseillent, on l'imagine. Il peut y avoir dans l'entreprise un cas de figure où un salarié qui, lui, à son pass sanitaire, a fait l'effort de faire 2 doses, pourra accabler un autre qui est à côté sur un poste de travail parce qu'il sait qu'il n'est pas vacciné. En tout cas, il pourrait y avoir débat à ce sujet-là, effectivement, parce qu'on sait que, a priori, dans l'état actuel des connaissances, on sait que quand on est vacciné, on a moins de chances d'être contaminé, ou si on est contaminé, on a plus de chances d'avoir des formes asymptomatiques du virus, mais on peut être toujours agent transmetteur, mais il n'en demeure pas moins que la santé peut être à risque ce faisant. Quand même, l'employeur, et je me souviens de cette affaire de la SNCF avait beaucoup hésité sur ce droit de retrait collectif, puisque certains évoquaient un danger imminent à un instant T sur un lieu précis, qui évidemment n'avait rien à voir avec les contrôleurs de Marseille ou de Lille. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que fait à l'employeur ? Est-ce qu'il peut refuser et considérer que c'est un abandon de poste ? Exactement. En fait, la problématique de ces cessations d'activité collectives, c'est que ça ressemble beaucoup à la grève. Du coup. Déguisé. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette hésitation sur le fait qu'effectivement à Marseille, on n'avait pas les mêmes conditions d'insécurité que ce qu'il pouvait y avoir en banlieue parisienne. Et donc effectivement, le processus vis-à-vis de ces exercices de droit de retrait, c'est bien de considérer au cas par cas, et c'est apprécié vraiment en jurisprudence concrètement, est-ce que le salarié en question était légitime dans l'utilisation de son droit de retrait. C'est-à-dire que le DRH, la direction va dire, est-ce qu'il exagère ? Qui jauge ? Qui évalue ? Parce que c'est compliqué, ça, ce rapport. Le salarié va, j'imagine, se rendre physiquement dans un bureau pour dire « je n'exercerai pas mon travail aujourd'hui ». Il faut qu'il signe un document, il faut qu'il envoie un mail. Comment ça marche ? Concrètement, exactement. C'est une très bonne question, Arnaud, parce qu'il faut garder une trace écrite. Nous, les avocats, vous savez, les paroles s'envolent, seuls les écrits restent. Donc, il faut qu'il y ait une trace écrite de la part du salarié disant « aujourd'hui, je ne travaillerai pas pour toi ». Et l'employeur, dans ce cas-là, va convoquer ou va s'entretenir avec le salarié, faire un compte-rendu d'entretien et normalement, pour être pragmatique, il va évaluer si oui ou non il y a un risque pour le collaborateur en question quant à sa santé et sa sécurité. Et c'est là que va s'enclencher un processus, généralement avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire le CSE et l'ancien CHSCT, avec l'inspection du travail et la médecine du travail, pour évaluer si oui ou non la situation est à risque. Il y a eu par exemple des exemples de jurisprudence dans lesquels on a reproché au collaborateur d'avoir exercé son droit de retrait plutôt que d'aller signaler aux partenaires sociaux que son poste était à risque et que le DUR n'avait pas été actualisé. C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas derrière quand même une forme de, les avocats connaissent ce mot, de méthode dilatoire un peu subtile pour déstabiliser les directions, alors qu'il suffirait d'aller voir le DRH ou le manager, lui dire « écoute, change-moi les pneus ». Dans l'heure et on part au travail. Exactement. C'est très compliqué, ça. Oui, c'est très concret. C'est pour ça que nous, qui sommes conseil d'entreprise, on met en avant le pragmatisme. C'est-à-dire que quand le salarié exerce son droit de retrait, il ne faut pas laisser ça de côté et dire non, mais tu vas quand même aller travailler. Parce que s'il y a un accident, la responsabilité de l'employeur, y compris pénale, peut être engagée. S'il y a un accident et qu'il y a mort du collaborateur, c'est la responsabilité du chef d'entreprise qui va être engagée, alors qu'il aura été alerté du risque inhérent à l'exercice de la prestation de travail. On ne peut pas prendre ça à la légère. Non, c'est un sujet sérieux. Sans vous mettre en difficulté, il y a beaucoup de cas de droit de retrait. On en parle sur ce plateau. On voit que c'est
c'est un élément assez subtil. Il y en a beaucoup ou pas dans les entreprises? Alors, il y en a plutôt sur de la manutention. Hein, c'est plutôt assez peu de professions intellectuelles sont touchées charges physiques, les charges physiques, les travaux en extérieur. On parlait il y a 15 jours de travaux sur canicule, par exemple, etc., etc. Donc, ça se voyait plutôt dans les industries ça s'est beaucoup vu, en tout cas ça a beaucoup pris d'ampleur l'année dernière à l'occasion de la Covid, et donc on va voir les premiers contentieux apparaître avec de la jurisprudence qui va probablement s'affiner sur le contexte du passeport sanitaire et de la contamination à un virus. Juste un tout petit mot avant de partir, un salarié qui enclenche ce droit de retrait, qui va finalement créer une forme de tension et de bras de fer avec la direction, puisqu'il faut le dire comme ça, il se met en danger derrière? Il se met en danger s'il n'est pas légitime, c'est-à-dire que si son ressenti est un peu outrancier quelque part. Mais normalement, un salarié qui de bonne foi exerce son droit de rentrée ne peut pas être sanctionné. C'est-à-dire si licenciement il y a, le licenciement sera considéré comme nul. Si retenue financière il y a pour les heures non travaillées, là aussi elles devront être indemnisées. Étienne Pujol, je vous remercie. Alors cette fois-ci, je vous remercie, je vous souhaite de belles vacances, parce que la semaine dernière, j'avais déjà anticipé votre départ, et vous êtes revenu. Ouais. Merci pour votre fidélité chaque mardi ou presque sur le plateau, et l'éclairage que vous faites, puis les rebonds que vous faites d'ailleurs à nos textes, parce que j'ai vu que sur LinkedIn, vous aviez fait un relais d'un sujet que vous aviez évoqué ici sur ce plateau, et que vous avez prolongé sur LinkedIn. Merci Étienne. Un plaisir Arnaud. À partager, vraiment. La suite, vous la connaissez, parce que évidemment, vous croisez Fanny Griesmer à la fin de votre chronique. Fanny Griesmer, on va rester pas sur les chimpanzés, mais vous allez voir, il y a un lien avec les animaux, parce que dites-moi quel manager vous êtes, j'essaierai de vous dire un peu quel est l'animal que vous êtes. Évidemment, c'est un bestiaire, Fanny Griesmer, pour cette dernière chronique du mardi. On accueille Fanny Griesmer, c'est la pause café. Fanny Griesmer, le bestiaire, ça rime, avec une réflexion d'ailleurs qui peut-être que Pascal Pic continue à nous regarder. Voilà, il y a une cohérence, le chimpanzé, le télétravail. Vous êtes intéressé avec une sorte de bestiaire. Dis-moi quel manager tu es et j'essaierai de te classer dans la famille des animaux. C'est un petit peu ça. En gros, manager, quel animal êtes-vous? Alors ça ressemble un petit peu au titre d'un test qu'on peut retrouver dans un magazine. Hein, l'été sur la plage. Feuillette l'été, voilà. Un petit test léger, sans prétention. Et pourtant, derrière ce sujet, il y a quand même une question profonde, très sérieuse. Le monde animal a finalement beaucoup à nous apprendre, y compris sur le management et le leadership, car dans la jungle de l'open space, il y a forcément quelqu'un qui fait la loi, et c'est peut-être vous, mais vous êtes plutôt gorille, lion, éléphant, buffle, hyène, et bref, quel animal chauve-souris sommeille non. vous? Il n'y a pas de chauve-souris? Non, il n'y a pas de chauve-souris. Non, vous n'avez pas chauve-souris. On n'a pas poussé jusque-là. D'accord. En tout cas, c'est ce que nous allons découvrir ensemble, quel animal se cache derrière vous. Et puis, si vous n'êtes pas manager, nous allons tenter de débusquer celui qui se cache derrière votre boss. C'est vrai que c'est pas la première fois, le règne animal est riche d'enseignements. On se souvient des caricaturistes qui dessinaient des visages d'animaux sur des visages humains. Il y a comme ça ce rapport entre l'animal et le... Il y a des liens... vraiment très ténus. Il suffit de les observer dans la nature. Les animaux se regroupent en communauté, ils s'organisent, coopèrent, planifient, gèrent des crises, complotent même et surtout, ils choisissent des leaders. Oui, alors à bien y réfléchir, c'est vrai que le monde animal et le monde de l'entreprise sont plus proches qu'il n'y paraît. Mais dans la nature, qu'est-ce qui fait un bon leader? Eh bien, c'est à cette question qu'a tenté de répondre Erna Valraven. Pendant plus de 30 ans, elle a observé les animaux dans la nature ou en captivité et elle a été soigneuse, gardienne de zoo et conservatrice. Dans son livre C'est qui le chef, sorti en début d'année aux éditions Delachaux et Nestlé, elle s'est penchée en particulier sur le leadership au sein de la junte animale. Résultat, différents profils propres à chaque espèce et dans lesquels nous pourrions tous nous reconnaître ou reconnaître notre boss. Bon, on commence par le manager autoritaire, c'est quel animal? Celui qui est sur la couverture du livre, le gorille. Oui, le gorille. Manager autoritaire, donc vous êtes gorille. Alors chez les gorilles, le chef prend les décisions seul, sans la moindre concertation. Le gorille mâle, on est d'accord, parce que là c'est très misogyne finalement ce livre. Il n'y aurait que des managers gorilles hommes. Alors, chez les gorilles, oui. D'accord. Vous allez voir que ce n'est pas le cas dans toutes les espèces. En tout cas, chez les gorilles, ce sont les mâles qui décident. Ils décident de tout. Ils décident même quand on se déplace, quand on se nourrit, quand on doit se reposer. Il a la main mise sur le groupe, le gorille. Il régit tout de A à Z. Il est autoritaire, mais protecteur. Il est responsable de la sécurité et du bien-être de son groupe. Et il sait mettre tout le monde à l'abri en cas de danger et résoudre les conflits. Le gorille est-il pour autant
un dictateur, bah oui, hein, on va pas se le cacher, mais on peut compter sur lui pour prendre des décisions rapidement dans les moments critiques. Donc, selon l'auteur du livre, Erna Valraven, il s'agit d'un style de leadership efficace en temps de crise, quand on n'a pas le temps de discuter, quand il faut réagir vite à une situation critique. D'accord. Le manager libéral serait plutôt quoi? Alors, on est sur le lion. Ah, le lion. C'est quand même, c'est pas mal ça. Alors, pourquoi le lion d'Afrique, je précise? Pourquoi libéral? Au sens où il en impose tellement que finalement, il régit de manière assez décontractée. Globalement, il est plutôt en retrait. Il y a une équipe de lions qui est chargée d'aller chasser et de ramener les proies. La belle vie, quoi. Et elle s'acquitte du travail de chasse, voilà. Lui, il reste en retrait, il observe. Donc, les lions... chargé de nourrir la meute, une équipe qui s'autogère en plus. Le lion, il se contente de fixer des objectifs, de faire des petits aussi, de protéger le groupe. Donc le style du lion fonctionne bien avec une équipe, on va dire, d'experts, car le lion sait déléguer, il compte beaucoup sur son équipe, parce que... oui, il a besoin d'équipe. Hein. Il ne fait pas grand-chose, le lion. Sinon, le lion est sous l'arbre. Mais voilà, il sait qu'il leur fait totalement confiance. Ceci dit, il est présent si, en cas de besoin, on peut le solliciter pour avoir des conseils. Mais voilà, ce style de management ne fonctionne pas avec des profils plutôt inexpérimentés ou plutôt jeunes. Donc, il faut vraiment avoir des experts, en fait, tout simplement. Alors, le manager, alors là, on avait le lion, le libéral, tranquille, cool, le démocratique. Eh oui, et c'est le buffle. Ah, le buffle. Alors, le buffle, c'est grosse corne. Grosse corne, moi, j'imaginais le buffle râleur. Bon, peut-être, mais en tout cas... Buffle moqueur, peut-être. Il se distingue par sa prise de décision assez singulière. Il consulte les membres de son groupe en permanence. Chaque décision est soumise à un vote. Par exemple, pour les déplacements, les femelles adultes expriment leur choix en se levant et en fixant du regard l'endroit où elles veulent aller. Et c'est comme ça qu'on vote chez les buffles. Voilà. Bon, ce style de leadership offre à chacun la possibilité de faire part de ses idées librement. Ça favorise le consensus. Cela renforce aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Le petit souci, c'est que la consultation prend du temps. Donc, c'est un style de leadership qui est moins efficace lorsqu'il s'agit de faire face à des situations d'urgence. Alors, le paternaliste, là, on a celui, le démocrate. Le paternaliste. Alors là, on devine. Ou maternaliste. Là, on y arrive. Les femmes prennent le pouvoir. Là, on voit un peu. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la puissance, c'est le côté... Chez les éléphants, en fait, ce sont les femelles les plus âgées qui dirigent le troupeau. Elles se servent de leur expérience pour guider le troupeau vers l'eau, la nourriture, protéger aussi des prédateurs. Ce sont des matriarches. Ce sont des leaders autoproclamés, mais elles sont, en fait, elles ne sont pas autoproclamées, elles sont choisies par leur famille, une famille qui les respecte. Le manager paternaliste ou maternaliste assume ses responsabilités. Il dirige de manière plutôt directive, plutôt que consensuelle, veille sur son équipe comme le ferait finalement un parent sur sa famille. C'est un style de management donc basé sur l'expérience, le conseil, plutôt démodé aujourd'hui et pas au goût de tout le monde, notamment chez les jeunes générations aujourd'hui. L'adaptatif, alors là c'est un animal qui n'a pas une bonne presse, mais en tout cas il est dans le bestiaire dans votre pas bestiaire. Bonne presse, mais alors absolument fascinant, notamment dans le livre. Dans le travail de meute, de travail de groupe. L'auteur nous explique que finalement le style de management s'est totalement transformé au fil des années. Pourquoi? Parce que en fait, les hyènes font attention à une chose, c'est la survie de leurs petits. Bien sûr. Et en fait, petit à petit, dans un milieu très hostile, même le physique de la hyène s'est totalement transformé. Et aujourd'hui, les femelles hyènes sont plus robustes que les mâles. Et ce sont elles qui ont pris le pouvoir, qui défendent les petits. Même lorsqu'il va y avoir une chasse, c'est la femelle hyène allaitante qui va diriger le groupe. Donc finalement, la femme a pris le dessus pour... enfin, la femelle. La femelle, j'ai dit. La femme. La femme hyène. Elle a mis sa robe. La femelle hyène. La hyène a mis sa robe. Et le leader incontesté. Elle a aussi des subordonnés, donc ça fonctionne aussi en groupe. Et elle dirige, c'est assez incroyable. Pilote. Et là, ce que ça représente, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que dès lors qu'une ancienne méthode ne fonctionne pas, on se remet en question. On essaye de trouver une autre voie et toujours possible. C'est vraiment le maître mot de ce style de management. Adaptation. Plutôt adaptatif. Donc, parfait en contexte de crise. Ça prend du temps, mais
la remise en question est plutôt bénéfique. Et vous le savez, quand on fait les tests en fin d'année, ou plutôt l'été sur la plage, on est souvent à moitié un profil, à moitié l'autre. Je ne sais pas dans quel profil vous êtes reconnu, Arnaud, hein, mais je ne vous le dirai pas. C'est peut-être ce qui fait votre force. Je pense qu'il y a un petit peu d'éléphant, il y a un petit peu de buffle aussi. Il y a un petit peu de tout en vous, Arnaud. Peut-être un petit peu de lion aussi. Le livre, Fanny, vous essayez de me percer à nu comme ça à l'antenne. C'est qui le chef? Non, mais super. Ce livre a l'air passionnant. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est qui le chef? On décrypte, voilà, on est vraiment dans l'espèce, où on voit les comportements, et après elle déplace ça sur les styles de leadership et voir si ça fonctionne ou pas. Quel éditeur, Fanny? De Lachaud et Niestlé. Ah oui, d'accord, de Lachaud et Niestlé. Merci, Fanny, d'être venue nous éclairer à travers ces... On parle beaucoup d'animaux, vous l'aurez compris aujourd'hui, une forme de filiation entre cette chronique de Fanny, le livre de Pascal Pic, sur ce rapport aux animaux, à leur vie, à leur organisation. Et là, on s'intéresse au bonheur, mais pas le bonheur animal, votre bonheur de salarié dans l'entreprise. C'est un mot qui fleurit, le bonheur. Est-ce que l'entreprise doit garantir le bonheur à ses salariés? C'est la question qu'on a posée à des philosophes et à des experts du sujet qui sont conférenciers et qui se sont intéressés au bonheur. Bonheur et bienveillance, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. On va en parler, c'est le cercle RH, notre débat, juste après cette pause. Le cercle RH, à quelques jours de la fin de nos émissions, de la fin de la saison, on va s'intéresser à un sujet alors qui n'est pas dans le dur, dans le corporate. On va s'intéresser à ce rapport entre le bonheur et le travail. Alors, on a beaucoup évoqué la bienveillance, il y a beaucoup d'articles qui fleurissent, la bienveillance au travail. Là, on va parler du bonheur, qui est peut-être le niveau supérieur. C'est-à-dire que l'entreprise doit aussi, en plus de tout ce qu'elle doit faire, garantir, offrir une forme d'épanouissement, donc de bonheur à ses salariés. Est-ce que c'est bien son rôle à l'entreprise? Ça, c'est une question qu'on va se poser. Est-ce que le bonheur est vraiment lié au travail? Est-ce que le bonheur, on ne le trouve pas ailleurs, quand on marche dans la nature, quand on marche dans la montagne, quand on marche sur une plage? Ça, c'est des questions importantes, alors que vous êtes peut-être en train de nous regarder sur votre lieu de vacances. Luc de Brabander est avec nous. C'est important d'avoir un philosophe, Luc de Brabander, philosophe d'entreprise, essayiste, conférencier. Dernier livre, Petite philosophie des arguments fallacieux aux éditions Erol. Vous étiez déjà venu sur notre plateau pour parler de philosophie, de rapport au travail. Jean-Christophe Villette, vous êtes directeur associé au cabinet Équilibre. Équilibre qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l'accompagnement sur mesure. Alors vous serez peut-être celui, je ne sais pas, qui allait peut-être défendre ce concept du bonheur au travail. Vous accompagnez les entreprises sur ce chemin. Alors quoi, le chemin du bonheur? On peut le dire comme ça, c'est le chemin du bonheur? Vous nous vendez ça? Sur le chemin de l'épanouissement. Non mais les mots, vous voyez, il y a des graduations. De l'épanouissement des collaborateurs, évidemment. Et de l'entreprise de façon globale. Et de son entreprise. Et puis Gaël Châtelain-Berry, merci d'être avec nous, de revenir. Consultant conférencier, vous êtes écrivain. Le bien-être au travail pour les nuls. Et puis les 10 commandements de la bienveillance en entreprise. Ça, c'est votre livre chez First, tous les deux. C'est votre éditeur. D'abord, juste une question aux philosophes, et à vous trois, bien sûr, mais quand on démarre une émission où on parle beaucoup de les plans sociaux, l'angoisse, la rentrée de septembre, les locaux, le télétravail, enfin tout ce qui génère finalement des angoisses chez le salarié, est-ce que c'est un peu cathartique de parler du bonheur en entreprise? Est-ce que même s'il n'existe pas, ça fait quand même du bien d'en parler? Oui, absolument, absolument. Et c'est un baume. Oui, la première chose à dire, c'est que l'entreprise, disons le bonheur au travail, le bonheur en entreprise, il faut que l'entreprise marche. Il faut que ça tourne, que les clients payent, que les machines tournent. Économiquement. Économiquement. Une entreprise qui ne marche pas, le problème ne se pose pas. Donc, c'est la première chose à faire. Il est vrai, moi j'ai travaillé avec beaucoup de clients, il est vrai, il y a des entreprises où ça se passe mieux. Et moi j'ai envie de dire, le bonheur au travail, c'est quand on voit les gens, ils se sentent partie prenante d'un projet, ils se sentent utiles au projet. C'est vraiment ça et pas une structure. J'opposerais projet et structure. Le bonheur d'un comptable, c'est quoi? C'est pas que ses comptes... Ça, c'est une question. Oui, mais c'est pas que ses comptes soient justes. Enfin, ça peut être que ses comptes soient justes ou que le client paye les impayés. Mais en fait, le bonheur d'un comptable, c'est se rendre compte qu'il est responsable d'un cadran, que ce cadran est dans le cockpit du patron, que le patron a un projet et une direction. Et que ce qu'il fait est utile. Exactement. Et donc le sens. Exactement. Je ne suis pas là que pour classer des documents dans les armoires, mais ma stratégie... En France, vous avez la raison d'être. Moi, j'ai envie de parler de raison de faire. Pourquoi je fais mes comptes? Et voilà, c'est...
Vous êtes critique parce que vous avez écrit ces 2 livres, Gaël Châtelain-Berry, mais j'ai lu quand même quelques articles. Vous n'avez pas vous n'avez pas la dent molle, vous avez la dent dure sur le concept. Très dur contre le bonheur au travail, effectivement, parce qu'en fait, le bonheur au travail est une injonction extrêmement violente pour plein de gens qui forcément n'aiment pas leur travail au quotidien. Pour moi, le bonheur, c'est une quête. Alors que le bien-être, c'est un état. Et ça, l'entreprise doit être garante de ce bien-être. Ça, c'est de la RSE, c'est-à-dire que Complètement. la santé, l'équilibre mental, on est d'accord. Par ailleurs, je peux vous proposer un tout petit jeu que je fais en conférence. Imaginez, vous gagnez 130 millions d'euros à l'euro-million Ça m'intéresse. vendredi. Est-ce que vous changez quelque chose à votre travail ? Eh bien, 99% des gens... Alors, en général, il y a toujours le PDG qui lève la main. Non, moi, je ne change rien. Pour faire bien par rapport aux équipes. Mais tout le monde arrête. Tout le monde change quelque chose. Passer en mi-temps. Changer, ce qui montre bien que la notion de bonheur, personne ne voudrait quitter un bonheur. Si je vis dans le bonheur absolu, pourquoi je changerais quelque chose ? Vous nous dites que le bonheur, aujourd'hui, c'est la Française des Jeux, quand même. C'est ça que vous nous dites. Hein. Non, mais ensuite, c'est un débat philosophique sur l'argent. Fait-il le bonheur ou pas ? Mais en tout cas, il est vrai que le travail, beaucoup de gens travaillent pour payer leurs factures et pas grand-chose d'autre. Donc, cette injonction au bonheur est très violente. Mais vous voyez, je le disais avec de l'humour, le bonheur, c'est la Française des Jeux, mais le bonheur, c'est l'argent. Et en fait, les Français vont au travail pour gagner leur argent sans pour autant aller chercher du bonheur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire, on a beaucoup de salariés et de collaborateurs, hein, et pas uniquement les gens qui sont au premier niveau de l'entreprise qui disent moi, je vais au boulot parce qu'il faut que je gagne ma vie. Enfin, basiquement. Et donc, ça n'implique pas la notion de bonheur. Il y a plutôt la notion de labeur. C'est un des motifs. Alors, à titre personnel, je me prononce aussi sur cette notion de bonheur, parce que vous avez posé la question. Vous arbitrez ou pas, là ? J'arbitre pas, mais en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec le mot bonheur associé au travail dans les préoccupations qui sont les miennes, c'est-à-dire celles d'un psychologue du travail, des organisations et d'un consultant. Et c'est d'ailleurs un mot qui est extrêmement peu présent dans le quotidien des entreprises, que ce soit dans, on va dire, le vocabulaire des salariés en entreprise, dans le vocabulaire des entreprises. Et vous avez dit la raison d'être, la raison de faire, et j'aurais envie d'ajouter la raison de vivre, notamment en lien avec cette pandémie, la crise sanitaire dont on n'est pas tout à fait sorti, les impacts de cette crise et tous les chiffres que vous avez suivis à travers votre émission et de nos confrères d'Empreinte Humaine. On a aujourd'hui quasiment un Français sur 2 associé à, globalement, un impact assez négatif. Là, on est en creux du concept, hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans de savoir si 50% sont dans le bonheur. On est en train de se demander quel est le niveau de dégradation psychique des salariés. Hein. Exactement. C'est ça le sujet. Hein. Et la question sur le bonheur est-elle une priorité, vous voyez, au regard de ces données contextuelles ? Et vous, excusez-moi de vous poser une question personnelle, parce que ça arrive parfois. À quel moment vous êtes dans le bonheur, vous, le philosophe, l'essayiste ? C'est quoi le moment de bonheur de votre activité ? Se sentir utile. Quand je sens une utilité, là, je me sens bien. Mais plutôt que de bonheur, moi, je parlerais d'énergie. Le vrai problème, c'est pas le bonheur. On contourne ce mot, toujours. Qu'est-ce qui fait que les gens se lèvent le matin ? Le rôle d'un patron, c'est quoi ? C'est de donner de l'énergie, celle que lui apporte et celle qu'il libère chez les gens. C'est ça son métier. Et il peut faire ça avec des outils. Et la philo, en fait, c'est quoi ? C'est la rigueur quand il n'y a pas de chiffres. Le patron, il doit gérer. Alors quand il y a des chiffres, l'énergie, on doit passer de 22 à 28. Et Okay, et voilà, l'utilité, on fait comment ? Il faut des critères. Et les critères, c'est l'outil de base du philosophe. Enfin, ceci étant, ce que vous disiez tout à l'heure, Luc de Brabander, c'est quand même un début intéressant. C'est que quand l'entreprise se casse un peu la figure et qu'évidemment son secteur d'activité est impacté par le Covid, objectivement, le patron, il n'est pas forcément dans l'idée de créer du bonheur. Et c'est peut-être d'ailleurs là, si je peux me permettre, qu'il doit peut-être essayer d'insuffler de la dynamique pour relever la boîte. Mais pour autant, sinon le bateau coule. Pour autant, il n'est pas obligé de générer du mal-être. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que les Japonais qui nous battent. Donc à un moment, posons-nous la question du bien-être. Et même quand une entreprise ne va pas bien, et j'ai été parfois dans des entreprises qui n'allaient pas bien, pour autant, le patron n'a pas besoin de hurler, le patron n'a pas besoin d'obliger ses salariés à travailler 15 heures par jour, à les appeler le week-end pendant leurs vacances. Le bien-être ne tient pas compte de la situation économique. Et ça, c'est intéressant de se poser cette question de... C'est pas une excuse parce que l'entreprise ne va pas bien pour maltraiter ses salariés. Oui, ça, c'est très important. Il y a une sorte de vase communicant. Vous êtes d'accord avec ça ? Là, on n'est plus dans le bonheur. On est dans le respect qui accompagne souvent l'idée que si on me respecte, je suis plutôt dans le bien-être, je suis plutôt bien, j'ai envie de produire, quoi. On parle aussi du patron en lien avec cette notion du bonheur. Et voilà, j'aimerais mettre au milieu de la table peut-être ce principe de co-responsabilité. Qu'on utilise le mot bonheur ou qu'on utilise le mot énergie ou qu'on utilise le mot vivre ensemble ou mieux vivre ensemble ou mieux faire ensemble, il y a cette notion de ensemble qui me semble vraiment très importante à replacer au cœur des préoccupations de l'entreprise. Je vous coupe, mais c'est très intéressant puisqu'on avait
avait Pascal Pic qui sort un livre sur les chimpanzés et le télétravail au début de l'émission, qui est assez intéressant de voir ce lien entre les macaques, donc les managers du 20e, les macaques c'est très vertical et les chimpanzés c'est très horizontal. Mais c'est très paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites vivre ensemble alors qu'on ne vit plus ensemble à cause du télétravail. Ça veut dire que les entreprises se sont atomisées, au sens physique du terme. Non, ça change tout. En fait, c'était tout l'enjeu de la période, de garder un lien, même quand on est à distance. Et des entreprises, ils sont très très bien arrivés. D'autres, ça a été tout le monde chacun de son côté. Ça a été absolument dramatique, parce que la perte de lien, ensuite il y a la perte de sens. Perte d'énergie. Perte d'énergie, alors qu'il y a des entreprises qui ont gardé un lien extrêmement fort, même à distance. Mais Luc de Brabant-Vert, une question un peu philosophique, c'est... Certains disent, moi je suis content du travail que je fais, mais ce qui me pèse au travail, c'est mon manager ou c'est l'environnement humain. Est-ce que le débat du télétravail ne règle pas cette question ? C'est-à-dire, je peux produire qualitativement un travail qui m'intéresse, qui me donne du sens, mais je perds et donc j'élimine l'environnement qui était toxique. On le voit beaucoup. La relation burn-out, c'est parfois un manager toxique, une relation difficile, et on coule. Est-ce que ça, c'est une évolution positive, finalement, du télétravail ? On ne supprime pas l'environnement, on change l'environnement. Et le problème de la toxicité reste. Je crois que le patron, il est responsable de l'environnement et qui doit tout le temps réaffirmer le projet. Ben voilà, il y a des grandes secousses, mais je sais où je vais, je continue et je motive les gens. C'est vraiment ça son métier. Le pire, c'est quand on oublie le projet. Moi j'habite Bruxelles. Quelle est la maladie de l'Europe ? C'est qu'on ne connaît plus le projet. On parle de l'Europe comme une structure, on est 27 pays, 29 pays, des patrons, etc. Quand j'étais enfant, mon père me disait il faut faire l'Europe pour éviter la guerre. Puis il faut faire l'Europe pour faire une monnaie unique. Aujourd'hui, vous allez à Bruxelles demander quel est le projet de l'Europe, plus personne ne répond. Mais dans une entreprise, c'est la même chose. Télétravail ou pas, quel est le projet ? D'où vient l'énergie ? Comment puis-je participer et être utile ? Et quelle est la direction ? Oui. En fait, je compare souvent un patron à un pilote d'avion. Imaginez, vous montez dans un avion, le pilote prend le micro et vous dit on va aller à New York, mais peut-être à Moscou. Oui. Ou peut-être à Londres, on ne sait jamais, on va voir. Oui. Moi, je ne monte pas dans cet avion. Mais voilà. Jamais. Ou le pilote d'avion en cas de turbulence qui prendrait le micro pour nous annoncer qu'on va tous mourir. Moi, j'aime pas ce pilote-là. J'ai envie qu'il soit très calme, qu'il me dise asseyez-vous, on va mettre les ceintures et je gère tout. Même si lui sait qu'on va peut-être crever. C'est ça qui est rigolo avec les pilotes d'avion. Ça, c'est la métaphore du patron qui sait que sa boîte va mal, mais il va continuer à garder la tête froide, il va continuer à garder son énergie pour continuer à emmener ses équipes. C'est un de votre boulot, finalement, ça aussi. Bien sûr, et cette période doit nous autoriser et doit autoriser les entreprises à remettre à plat le projet d'entreprise quand il existait, qui était celui qui précédait cette période que l'on vient de connaître, et s'autoriser à innover et à inventer en remettant réellement peut-être moins le concept du bonheur ou se bagarrer sur la sémantique associée à ces thématiques, mais vraiment le travail et ceux qui le font au cœur du débat et au cœur du dialogue d'entreprise, pour reconstruire un projet d'entreprise. Je repose ma question, est-ce que c'était bien l'entreprise comme espace, je dirais, de sociabilité, de régler ce problème du bonheur ? Est-ce que le bonheur, c'est pas autre chose autour ? On demande, je ne sais pas ce que vous avez, le sentiment que vous avez, mais on demande beaucoup en ce moment depuis le Covid à l'entreprise. Il faut qu'elle fasse tout, qu'elle assure la santé, le travail, la production, le bien-être, le bonheur, qu'elle accompagne le salarié dans ses cours de sport. Est-ce qu'on ne lui demande pas trop à l'entreprise ? Ça, c'est du bien-être. Ce que vous venez de définir pour moi, c'est vraiment le bien-être. Et les entreprises françaises, n'oublions pas qu'en France, qui est quand même très spécifique, il a fallu attendre les vagues de suicides chez France Télécom et Renault en 2008 pour qu'on parle de qualité de vie au travail. Et peut-être que la pandémie, enfin, on va s'occuper vraiment du bien-être. Le bonheur, on verra après. Je crois que... Mais non, mais le bonheur, c'est pour plus tard. c'est une question tellement intime. Je pense que si on devait chacun d'entre nous... Très intime, le bonheur. C'est profondément intime. Et donc, c'est pas le rôle de l'entreprise. Par contre, c'est le rôle de l'entreprise de créer des conditions particulières pour que quand je rentre chez moi, je ne sois pas angoissé, je puisse gérer mon propre bonheur. Mon propre bonheur. Ça c'est intéressant. C'est que je puisse construire mon bonheur. Ça, c'est pas anxiogène. Voilà. Et que je sois bien. Être propriétaire et responsable. Et avec la question que vous posez, on peut ouvrir aussi cette réflexion au niveau de la société de façon beaucoup plus globale. On commence à avoir des enseignements en lien avec le savoir-être dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de management, dans les écoles RH. Intégrer le plus tôt possible les ressources qui permettent d'être propriétaire, de prendre soin de sa santé mentale, c'est important dans le cadre d'un programme éducatif beaucoup plus global. Des cours d'éducation physique, pourquoi pas des cours d'éducation à prendre soin de sa santé mentale, qui n'est pas juste
se définit pas juste négativement par l'absence de maladie, mais par la capacité de développer des ressources psychologiques qui nous permettent de faire face aux enjeux du quotidien. Exact. Et quand on voit le bilan de cette crise avec une personne sur deux, on en parlait, ça veut dire aussi qu'il y a potentiellement une personne sur deux qui n'ont pas eu les mêmes impacts en termes de santé mentale. Et donc ces personnes ont des ressources qui sont différentes, et ces ressources s'apprennent. Ce n'est pas juste une question d'inné ou d'acquis. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi sur la compétence, sur l'accompagnement des compétences au sein des entreprises, mais de façon beaucoup plus globale dans le chemin d'apprentissage de chacun d'entre nous. Même dans l'aspect pédagogique. Juste, encore une fois, Pascal Pic évoque dans son livre, il va assez loin, une forme de Lumper-prolétariat créé par l'innovation Internet qui ne bénéficie finalement qu'aux cadres, qu'aux professions indépendantes. Et puis tous ceux qui sont en première ligne, dit-il, sont obligés à la fois d'aller sur le terrain et ne bénéficient pas de tout ça. Il y a un peu de ça aussi dans cette notion du bonheur. Enfin, excusez-moi, la caissière qui est à la caisse et qui prend des packs d'eau toute la journée, toutes ces questions-là sont posées aussi à ces salariés-là. Je me souviens, j'avais un collaborateur extrêmement créatif chez lui. Et c'était très impressionnant. Il me racontait tout ce qu'il faisait chez lui, des trucs, des faits, de la musique et tout. Il arrivait au bureau, il mettait sa créativité avec son manteau. Au vestiaire. Au vestiaire. Et je me dis, mais c'est moi le problème. C'est moi le problème. Et donc, la direction, les patrons doivent libérer l'énergie des gens. Et en l'occurrence, l'énergie créative. Et le télétravail a posé un énorme problème, c'est qu'on ne rit pas en télétravail. On ne rit pas. Moi, je fais un métier où on rit beaucoup, la créativité. Pendant un an, j'ai entendu personne rire. Et donc, c'est pas possible. Il y a là un problème qui est insoluble. Ça, c'est un phénomène étrange que vous décrivez. Oui, mais moi... C'est que devant son écran, on rit pas, quoi. Une réunion... C'est pas drôle. Une réunion où on ne rit pas, pour moi, c'est un critère. C'est une réunion où il n'y a pas de créativité. C'est presque... J'ai écrit un livre sur l'humour, justement, pour montrer que, nécessairement, la créativité doit faire rire. Si on ne rit pas, il n'y a pas de créativité. Mais vous dites, c'est l'écran qui bloque, c'est le fait qu'on soit à distance, qu'on ne soit pas en train de faire des blagues. Il y a une complicité qui est extrêmement difficile. Et le rire, c'est une ressource d'énergie gigantesque. Pas l'ironie, ne confondons pas. Le rire. L'humour rapproche, l'ironie sépare. Guy Bedos, quand il se moquait de la gauche, il faisait de l'humour. De la droite, il faisait de l'ironie. Parce qu'il avait... Ah oui, mais c'est très important. Et donc, gérer ça, c'est... Voilà, il faut qu'on se retrouve pour que... Moi, je ne peux pas imaginer le bonheur en télétravail, quoi. Uniquement. Ça, c'est pas possible. On est d'accord. Est-ce que le bonheur est dans le smartphone? Excusez-moi, c'est ce qu'on est en train de nous vendre, puisque beaucoup d'invités sur ce plateau, allons un peu au bout, puisque c'est une fin de saison, nous expliquent la transformation digitale, que c'est l'alpha et l'oméga de l'expansion de l'entreprise, que quand tout ça sera fini, le bonheur sera vraiment à notre porte. Comment vous regardez cette question-là? Parce qu'on nous dit, sinon, c'est ça le bonheur. Essayons d'imaginer cette pandémie, ne serait-ce qu'à 10 ans. On n'aurait pas eu tous les outils numériques. Enfin, le lien aurait été totalement brisé. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même notre premier confinement. Anxiogène, c'est même pas le mot. On a été en panique individuellement. Donc c'est vrai, je vous rejoins quand vous dites une réunion, quand on se marre pas, c'est compliqué. Mais personne n'avait envie de se marrer en mars 2020. Non, c'est vrai. Rappelez-vous, quand on était dans la rue, on changeait de trottoir quand on croisait quelqu'un. Enfin, c'était... C'est exact. Sans masque. Sans masque. Même les enfants. Oui. Et donc, effectivement, il faut réapprendre. Et je pense que, je parle à beaucoup de managers pour apprendre à manager à distance, on peut se marrer. C'est pas l'outil qui fait qu'on n'est pas drôle. On a pris peut-être de mauvaises habitudes. Il faut réapprendre. C'est crispé, c'est ce que vous dites. Oui, puis il faut avoir des icebreakers, ce qu'on appelle des icebreakers dans les réunions, réapprendre à faire des blagues, etc., etc. Mais reprendre ce qu'on faisait en présentiel, le faire en Ça, c'est un bon métier d'ailleurs de faire des blagues pendant la réunion. C'est votre boulot, c'est quand même dans une visio de lâcher une ou deux blagues. Les bonnes blagounettes, c'est vrai que ça libère complètement les esprits parce qu'on relativise. Si on n'entend rien en retour, c'est épouvantable. Alors on n'en fait plus. Et alors on en fait plus. C'est vrai. En tout cas, par rapport, ça c'est le psychologue, ça c'est. Oui, alors avec beaucoup de prudence, vraiment beaucoup de prudence sur l'humour en entreprise ou les blagues en entreprise, notamment au regard de l'évolution du contexte. Alors j'ai trouvé une solution pour ça. L'autodérision, etc. L'autodérision du manager fonctionne toujours. Quand le manager se moque de lui, et ça c'est ce que je faisais, mais ça marche toujours, ça fait rire et c'est plaisant. Oui, et j'attire l'attention. Avec le cadre avec le cadre qui va bien. Des débats autour. Et sur la distance, on a surtout la perte du non-verbal, la perte de l'informel. Et le lien social se construit beaucoup dans ces échanges informels. Voilà, tous les retours d'expérience qui ont pu être faits souffrent de ce manque d'informel. Et on rit peut-être moins aussi
parfois. J'ai des souvenirs de réunions à distance dans lesquelles on peut s'autoriser, mais on rit peut-être moins parfois parce que c'est beaucoup plus cadré et on va plus rapidement à l'essentiel. On enchaîne les réunions à distance et donc il y a moins de temps pour cet informel. On se l'autorise moins. Oui, il n'y a plus les small talk aussi à l'intérieur de la boîte où on peut effectivement, entre deux réunions, se dire un truc un peu perso. Dernier mot, Luc de Dernier Brabander. mot, on ne digitalise pas rien, ni la justice, ni le tourisme, ni la santé. Il faut réinventer la justice dans un monde devenu digital. Il faut réinventer la santé dans un monde digital. Et c'est pas du tout digitaliser n'est en rien une solution. Il faut se réinventer dans un monde qui est autre. Oui. Je suis Et d'accord. apprendre à piloter en mode conscient des outils qui, à un moment donné, prennent le pilotage. Vous voyez, si on parle de la déconnexion juste en lien avec les outils digitaux, une question qui est souvent posée, c'est comment j'arrive à déconnecter pendant les vacances. En réalité, le sujet, il est beaucoup plus global. C'est comment je déconnecte dans la continuité au regard des outils digitaux. Et le fait d'utiliser les outils digitaux, Bah oui, les outils numériques c'est un fil à la patte, en mode excusez-moi. automatique, Totalement. c'est Bah, un fil à la évidemment. patte. Et le sujet, Tous. c'est comment déconnecter de ce fil à la patte quand Exact. on le décide. Combien de films on voit la personne qui cherche le réseau dans n'importe quel film. Je pense même à Parasite et tous ces films où elle va chercher du réseau en sous-sol. C'est une sorte de drogue absolue. Avant de nous quitter, vous êtes heureux ? Est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Parce qu'on parle du bonheur, mais le bonheur, il faut. Ça va ? Tout se passe bien ? Moi, je nage dans le bonheur, mais plus à titre personnel que professionnel, qui est finalement, j'ai ce grand luxe de pouvoir écrire des livres et faire des conférences, ce genre de choses. Donc voilà, moi, je vis dans le luxe. Par contre, je pense que nos concitoyens, on a besoin de les accompagner vers plus de bien-être, On est de d'accord. bonheur. On verra plus tard. On verra plus tard. C'est une quête, vous l'avez dit dès le début de l'émission. Vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Ça donne du sens, puisque c'est Luc de Brabander qui Du évoque le sens, sens. du sens absolument, du sens, la finalité de ce que je peux faire au quotidien donne du sens. Il y a du sens au travail aussi avec l'ensemble des personnes que je peux croiser. Après, est-ce que je suis heureux ? Ça dépend des jours. Ça dépend des Et ça, jours. je pense que c'est la réponse la plus proche que je peux vous faire. Ouais. Voilà, le bonheur étant un état permanent. Je suis d'accord. Voilà, ça dépend des jours. On est béat de bonheur, ça n'existe pas. Ça dépend. Luc Brabander, pour conclure. Être heureux avec tous les problèmes, c'est un peu difficile. Moi, je me sens joyeux. Voilà. La joie qui me donne de l'énergie est très privilégiée aussi. La joie, parce qu'on a compris que votre moteur aussi, c'était de mettre de l'énergie Ah oui. par le rire, et que ça aussi, ça enclenchait quelque chose. oui. C'est l'histoire du baume. Voilà, on emmène les gens vers quelque C'est chose. une énergie renouvelable. Renouvelable. Celle-ci, elle coûte pas cher. Merci à vous trois. C'était un plaisir de partager ce moment. Moi, j'étais un homme heureux. Je ne sais pas si j'ai vécu le bonheur, mais en tout cas, j'ai été heureux. Gaël Châtelain-Berry, votre livre, Le bien-être au travail et les 10 commandements de la bienveillance en entreprise chez First. Luc de Brabander, votre dernier livre, c'est bien le dernier livre, hein, nous sommes d'accord. Petite philosophie des arguments fallacieux. Et puis, je remercie notre dernier invité, dont je vais écorcher le nom, j'avais ma fiche. Eh bien, je vous ai perdu. Jean-Christophe Villette. Jean-Christophe, merci d'être Cabinet venu. Équilibre. Équilibre, le cabinet avec empreinte, qui est beaucoup venu sur notre plateau tout au Exactement, long on de se cette connaît année. très bien, on s'apprécie beaucoup. Et vous êtes directeur associé au cabinet Équilibre, Jean-Christophe Villette. Merci Merci à d'être venu. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Le sens, rien que le sens, on peut avoir fait de très belles études et puis s'engager, notamment en coaching bénévole en direction des jeunes, pour que les jeunes, qui parfois sont un peu perdus, trouvent un sens à leur vie. C'est Fenêtre sur l'emploi, c'est tout de suite. Avec nous, bonjour, comment allez-vous? Très heureux d'être avec vous, Jean-Christophe Léonard. J'en ai perdu ma feuille, oui, c'est parce que j'étais trop heureux Très bien. pendant cette Je émission. suis heureux dans ce que je fais. Vous aussi, vous êtes heureux dans ce que vous faites? Voilà. Le bonheur ou le bien-être? D'abord le bien-être, et puis le bonheur, je ne le cherche pas en fait. Il vient ou il ne vient pas. Cofondateur d'Adveda. Oui. Alors, c'est une histoire assez incroyable créée par 4 amis. Racontez-moi l'aventure d'Adveda et au-delà de l'aventure, sa philosophie. Alors, c'est fondé par 4 coachs en fait. On a fait la formation HEC, puis en fait, à un moment, on s'est dit, mais le coaching, on a avec des adultes et tout, et pourquoi on ne crée pas avec des plus jeunes? Et on a décidé de lancer, mais on a lancé le 15 mars 2020. Bonne idée. On avait prévu d'aller rencontrer les grandes écoles, de venir proposer aux étudiants, et tout a été chamboulé. Et c'est là qu'a émergé en fait le coaching solidaire, où on a proposé nos services gratuitement aux étudiants qui étaient en galère. On est bien d'accord, Jean-Christophe, que ça se passait en visio, puisqu'à partir du 16, on a ouvert des C'était en écrans. visio, totalement. Et ces étudiants, en fonction de s'ils avaient réussi à prendre contact avec vous ou pas, pouvaient avoir un moment, une fenêtre avec vous ou avec vos associés? On faisait exactement le processus d'un coaching, c'est-à-dire on signait un contrat de coaching et on les accompagnait durant 4 séances sur une problématique qu'ils avaient. Génial. Qui pouvait être très diverse.
Et ça a été vraiment, on sentait qu'il y avait le besoin. Donc quand on répond à un besoin, il y a une dynamique qui se prend, il y a de l'énergie. Je suis d'accord avec vous, mais ces jeunes, vous allez les chercher comment? Parce que très souvent, les jeunes sont dans des difficultés, je pense même à des lycéens, des gens en terminale ou même en première année de fac ou d'école, ils sont un peu perdus, sauf qu'ils ne savent pas où aller. Comment on fait là? Comment on fait pour créer... On a par les réseaux sociaux, on les a touchés, par les parents aussi. Ah oui. Quelquefois, c'est les parents qui nous emmenaient. Et puis on avait une des coachs dans notre groupe qui avait déjà une grosse communauté, qui a permis en fait d'être très vite connu. Donc on a eu très très vite des retours, et puis après le bouche à oreille. Donc, et c'est simple. On est bien d'accord que c'est un coaching solidaire, puisque vous développez à partir du 15, donc vous comprenez que c'est compliqué. Coaching solidaire, donc c'est gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire vous consacrez du temps sur votre temps libre. Comment ça se passe? Comment on équilibre et on fait Il bouillir y a de raison d'être en fait. Pour nous, que les jeunes trouvent quelque chose qui fait sens pour eux et qu'ils retrouvent confiance en eux et tout, pour moi ça fait partie de ma raison d'être en fait. Donc du coup, on sait qu'à un moment ou à un autre, on gagne notre vie différemment. Là, par exemple, j'accompagne des jeunes dans Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui me paye. Donc en fait, on a d'autres moyens de revenus dans certains cas. Et à côté, vous y consacrez. On est limité, mais il y a pas mal de coachs. Oui, c'est ça, vous démultipliez. Concrètement, vous démarrez à quel âge? C'est 15 ans, 16 ans? La plus jeune était 13 ans. Angoisse, elle ne pourrait pas faire médecine parce qu'elle avait eu des mauvaises notes en maths. Oh. Donc là, c'est les parents qui vous l'envoient? Voilà, et avec les parents, là. Et c'était assez amusant. Coaching avec les parents? Oui, là, il y avait les parents. Et on discute avec les... Et on discute. Voilà, on a posé les choses et on a calmé le débat. On a posé les choses sur le fait qu'elle avait le temps et que c'était pas le moment de se mettre le stress. Bon, 13 ans. Voilà. Ensuite, vous avez le profil bachelier lycéen qui cherche sa voie. Oui. Alors, souvent, les lycéens, ils viennent nous voir trop tard, en fait. Oui. Trop tard. Oui. C'est Parcoursup, finalement, je sais pas ce que je veux faire. Il faut que je signe. Quelle formation? Et nous, en fait, on va travailler en amont, c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie et qu'est-ce qui est important pour toi? Tes aspirations. Voilà. D'accord. Et donc, il faut démarrer assez tôt, en fait. Nous, on préconise, par exemple, quelqu'un qui vient d'être accepté en terminale, c'est vraiment le moment. Là, cet été, on se pose tranquillement, on va savoir, on va confirmer ses options. Parce qu'il y en a qui nous ont... Exact. Il y a une grosse panique en mars. Il y en a qui s'étaient trompés d'options et qui s'apercevaient qu'ils avaient pris maths. Alors, on était en plus à la phase où ça venait de changer, le fonctionner. Très compliqué. Il y en a qui avaient pris maths et en fait, c'était pas leur truc. Et panique. Ils ne pouvaient pas changer, en fait. Et donc, ils ont pu changer d'un point de vue technique? Alors, après, c'est comment j'accepte comment j'accepte l'événement. Est-ce que ça va bloquer finalement ce que je veux faire dans la vie? Non, pas forcément. Non, mais il peut peiner. Voilà. Et comment je travaille pour passer les caps. Mais cette jeunesse que vous allez chercher, parce que vous allez frapper à leur porte en disant on est là, on est coach, venez. Quel est leur dénominateur commun? Il y a une perte de repères, ils ne savent pas trop où ils vont, il y a des choses très définies. C'est quoi le sociotype de cette jeunesse qui a entre 17 et 23 ans? J'ai l'impression qu'ils naviguent à vue et qu'ils prennent les choses enfin, ils commencent à avoir du recul parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se projeter. Mais du coup, je cherche la formation l'année prochaine. Donc, à petits pas. À petits pas. Alors, c'est bien dans l'approche du coaching, on est toujours pour ça. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas vers où on va, les petits pas, on peut aller dans le mur. Il y a 60% des étudiants qui, en première année de fac, soit sont en échec, soit changent d'orientation. 60%. Ça, c'est d'ailleurs vrai depuis assez longtemps. Une première année de droit qui finit en anglais et qui va se terminer en sociologie. Quand on connaît le sens de ce qu'on fait, on a la motivation naturelle et on y arrive. Donc ça veut dire que chez un jeune qui peut-être même n'a même pas conscientisé vraiment qui il était, vous allez essayer de dresser avec lui ses aspirations, s'il aime la nature ou s'il est plus urbain. J'imagine que tout ça a un sens. On va d'abord répondre à son besoin, parce que quelqu'un vient avec une demande. Donc on va d'abord répondre à sa demande, ça c'est plutôt l'approche du coaching professionnel. Après, effectivement, souvent les gens viennent pour le sens. Ou alors ils viennent pour une problématique particulière. Je ne comprends pas, j'ai une montée de stress quand je suis face à un examen, et pourtant je sais. La partie plus psychologique du coaching. Ouais. Donc c'est ces trois volets que vous accompagnez step by step pour redonner... Après, on peut accompagner aussi tout au long de l'année. Et là, ça permet de gagner en confiance en soi tout au long de l'année. Parce qu'un échec à un devoir, c'est pas un échec pour la vie, en fait. Évidemment. Adveda, juste avant de nous quitter, je le fais souvent, mais je ne l'ai pas demandé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, Veda, c'est la connaissance de soi, la connaissance absolue en sanskrit.
Donc ça nous parle. Et ad, ça veut dire vers en grec. Donc, vers. Donc c'est vers la connaissance de soi. Voilà Quel beau programme. l'essence de Adveda. Allez sur les réseaux sociaux, j'imagine un site internet. Adveda.org. Adveda.org. Si vous, parents, vous, jeunes, vous avez envie peut-être de vous faire accompagner ou de déverrouiller des choses, allez voir Jean-Christophe et ses amis, puisque vous êtes des amis et associés. Jean-Christophe Léonard, cofondateur d'Adveda. On saura tout sur votre structure. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci. Et ça donne beaucoup d'énergie, l'énergie que vous envoyez. Merci, c'est la fin de notre émission. Évidemment, je vous remercie de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Fanny Griesmer, merci. Pauline Gratel, évidemment. Merci à Romain Luc à la réalisation et merci à Guillaume pour le son aujourd'hui. Et puis merci à vous qui nous regardez, qui réagissez et qui nous suivez fidèlement. C'est un vrai plaisir. Je serai là demain en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.